Mesdames et messieurs, chers amis internautes de BMTV, aujourd'hui, clin d'œil politique qui reçoit pour vous sur ces plateaux le professeur Bob Kabamba. Il est docteur en sciences politiques. Il enseigne le droit à l'Université de Liège en Belgique. C'est avec lui que nous allons parler de l'actualité politique en général. Je fais allusion au grand oral du chef de l'État aux Nations Unies, pourquoi pas des élections, mais aussi nous allons parler de la révision de la Constitution telle que proposée, le débat, tel que la question fait débat dans le microcosme politique, notamment dans le cercle des intellectuels congolais avec la proposition du professeur Isidore Ndaïwel Eziem. Alors, professeur, soyez bienvenue sur ces plateaux. Merci pour l'invitation. Et bonjour aux téléspectateurs donc, de BMTV. Tout l'honneur est pour nous, professeur Bob Kabamba. Je rappelle que vous venez fraîchement de la Belgique. Oui, et on a cette opportunité de vous recevoir à chaud sur notre plateau. Et nous allons commencer directement par poser la question. Vous avez suivi les chefs de l'État. C'était exactement le 21 septembre dernier. Il a fait un discours que je dirais, il a tout résumé. Il a fait la situation politique, sociale et économique de la RDC. C'était sur le tribune des Nations Unies. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Il y a plusieurs choses à dire par rapport à ces discours. Hein. Bon, ce qui a retenu l'attention, c'est la question liée à la MONUSCO, où il demandait effectivement qu'il puisse y avoir un retrait rapide des troupes onusiennes du territoire congolais. Et aussi la question électorale aussi, et aussi bon, la question de manière plus globale, la situation dans laquelle se trouve le pays face à l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. Mais toujours, il oublie d'ajouter et l'Ouganda. Voilà. Vous êtes suffisamment outillé. Je pense qu'on va attaquer le nœud du problème. Oui. Alors, quand le chef de l'État s'empresse pour souhaiter à ce qu'on puisse, la MONUSCO puisse partir d'ici 2023, au mois de décembre, alors que c'était programmé en 2024, pour vous, pourquoi ces départs précipités? Est-ce qu'il y a quelque chose que la RDC cherche à... En fait, on est dans une phase qu'on appelle la phase préélectorale. Donc ça veut dire, grosso modo, vous savez que les autorités, généralement un régime, a toujours envie de pouvoir être en phase avec son opinion publique. Or, nous savons très bien que l'opinion publique congolaise est anti-MONUSCO. Alors, pour essayer de capter cette opinion publique, il faut avoir un discours que l'opinion publique capte. Et le discours, pour l'instant, surtout des populations de l'Est, vous vous souvenez des manifestations, vous vous souvenez des revendications, vous vous souvenez aussi des morts qu'il y a eu, qui ont revendiqué justement le départ de la MONUSCO. Et en essayant de répondre positivement par rapport en entrant dans la même dynamique, c'est-à-dire que le chef de l'État essaye de capter au fait cette opinion et en étant en phase avec lui, puisque vous savez aussi qu'il y a quand même plusieurs difficultés que l'on rencontre au sujet de l'Est avec la question sécuritaire et avec aussi les questions d'état de siège qu'il y a dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'opinion publique de ces deux provinces demande la fin. Comme il demande la fin et que le chef de l'État ne le fait pas, il faut trouver autre chose qui est en lien avec ce que cette opinion demande. Et ce n'est que ce lien-là. Et donc, en résumé, ce qu'on peut dire, que c'est juste une annonce pour espérer capter l'opinion publique. Mais la MONUSCO aide la République démocratique du Congo de diverses manières. D'abord du côté logistique pendant les élections, mais aussi avec cette, je dirais, la crise humanitaire dans l'Est de la RDC. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce week-end bien sûr, craint que le départ précipité des Nations Unies puisse exacerber l'insécurité dans ces coins et surtout accroître l'insécurité humanitaire. Vous avez un point de vue? Oui, tout à fait. Je pense que ce point de vue-là est partagé au niveau international. Je vais vous expliquer très très simple, que vous allez comprendre la situation. Ne voyez pas uniquement la situation du Nord Kivu. Voyez plutôt la situation en Ituri, où il y a des massacres qui sont perpétrés et on est en train de faire ce qu'on appelle une épuration ethnique. Donc il y a des regroupements de populations qui sont écartées de leur territoire. Alors ces populations vont se réfugier où? Ils se réfugient toujours à côté de là où il y a les bases militaires de MONUSCO. Et donc vous avez la base militaire de MONUSCO et vous avez toujours des camps de déplacés qui viennent chercher refuge et protection auprès de cette base militaire. Alors, lorsque vous enlevez cette base militaire, ces populations vont se retrouver seules et à nouveau persécutées et à nouveau chassées. Et on va avoir toute une série de déplacements, encore une fois, de populations. Et je vous parle aujourd'hui, on parle de 2 millions quand même de personnes qui sont déplacées dues à ces vagues d'insécurité. Et la seule force qui est sur place, en fait, c'est la MONUSCO. Dans tous les rapports, les FARDC ne sont pas présents en Ituri. Même si on parle de l'état d'urgence, etc., dans cette région, ben, il n'y a pas de déploiement de troupes militaires congolaises qui soient au front pour essayer de mettre fin
à l'insécurité que l'on vit tous les jours. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a aussi encore annoncé le massacre des populations civiles et à nouveau les déplacements de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ça, ce n'est qu'un des aspects. L'autre aspect qui est très important, c'est de pouvoir amener l'aide humanitaire par rapport à toutes ces populations qui sont déplacées. Et ce n'est pas le gouvernement congolais qui mobilise des fonds, qui fait les sensibilisations pour venir en aide. C'est l'international qui vient en aide. C'est les ONG internationales, c'est les organismes internationaux qui viennent en aide à ces populations. Et pour pouvoir amener cette aide vers ces populations qui sont déplacées, les forces qui accompagnent cette aide, c'est la MONUSCO, ce n'est pas les FARDC. Et donc, quand on regarde un peu par rapport à la situation humanitaire, vous comprendrez aisément que l'évaluation que le Conseil de sécurité donne en disant que rester, c'est le moindre mal. Partir, ce serait pire. Et donc, en vérité, il faudrait que la MONUSCO reste encore sur place. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous supervisez de nombreuses recherches consacrées au développement sociopolitique, surtout dans la sous-région. Alors, la question, c'est la grande question. Vous venez de répondre indirectement, mais c'est vrai que les FARDC montent en puissance. Bien que vous ne reconnaissez pas vraiment leur appui sur le terrain actuellement, mais ne pensez-vous pas que si on parle de la souveraineté, c'est les moments peut-être que le FARDC puisse faire son travail correctement? Il y a la volonté, le discours, et vous avez les faits. C'est vraiment sur le terrain. Oui. Vous pouvez avoir la volonté que vous voulez montrer que vous êtes devenu, que la FARDC sont montés en puissance. La montée en puissance doit s'accompagner de faits sur le terrain. C'est-à-dire que lorsque vous voulez que la population soit du côté des FARDC, les FARDC ont des devoirs, ont des obligations vis-à-vis de la patrie, vis-à-vis de la population. Être sécurisé, non seulement sécuriser les personnes et les biens, mais quand vous regardez dans les faits, les populations ne sont pas sécurisées. Et il n'y a qu'à regarder le dernier massacre de Goma pour se rendre compte, vous n'êtes pas sans savoir l'impact que ce massacre a eu dans l'opinion publique de cette région-là. C'est-à-dire que les FARDC qui montent en puissance, non pas pour combattre l'ennemi, mais monte en puissance pour massacrer les populations civiles. Alors là, de vous à moi, par rapport aux faits et par rapport à la volonté, il y a véritablement une différence. Et de ce fait-là, de plus en plus, on lit les rapports des ONG locales, on lit des rapports qui sont assez critiques, très critiques, même vis-à-vis de l'efficacité et de l'effectivité du travail que les FARDC sont en train de faire dans cette partie du pays. On a tous suivi les discours du chef de l'État. C'est vrai qu'il a insisté il est resté ferme par rapport aux relations qu'on doit entretenir avec le M23. C'est vrai que vous l'avez évoqué, qu'on doit aussi évoquer l'Ouganda dans ce dossier. Mais pensez-vous qu'on est sur le bon chemin? Le chef de l'État a fait ce qu'il fallait du haut de cette tribune pour que notre voix soit entendue. Je reviens encore une fois, il y a vraiment ce qu'on va appeler l'effet d'annonce et l'effectivité. Par rapport à la question du M23, cela dure maintenant depuis quand même plusieurs mois et que le M23 s'est installé. Et comme le M23 s'est installé, ils ont mis une administration parallèle, ils ont une gestion, on va dire, de territoire qui contrôle comme s'ils géraient un État. De l'autre côté, on a le fait qu'on n'accepte pas cette situation et on veut opter pour l'option militaire. Et quand on opte pour l'option militaire, vous devez avoir les moyens de votre politique. Est-ce que la RDC a les moyens de cette politique-là d'option militaire? Je vous rappelle que le ministre des Affaires étrangères, Lutundula lui-même, reconnaissant la faiblesse des FARDC, en disant que les FARDC n'arrivent pas à résoudre cette question, puisqu'elle doit faire face non pas à un groupe armé, mais à deux armées nationales. Je cite bien le ministre des Affaires étrangères, à deux armées nationales, et ces deux armées sont d'une part le Rwanda et d'autre part l'Ouganda. Alors, si on opte vers une option militaire, c'est-à-dire aller à l'affrontement, ça veut dire que nous devons envisager, nous devons penser qu'il y aura un affrontement entre d'une part les FARDC et les militaires rwandais sur le territoire congolais ou bien au Rwanda, d'autre part aussi affrontement entre les militaires congolais et les militaires ougandais, en sachant que nous avons des accords bilatéraux avec les Ougandais pour que les FARDC et les militaires ougandais traquent les ADF et autres groupes armés dans la partie nord. Alors, lorsque vous voyez cet échiquier en disant mais ça sera un peu compliqué puisque les FARDC sont avec l'armée ougandaise et d'autre part l'armée ougandaise permet justement à ce que le M23 puisse exister. Puisque lorsque vous regardez la carte, regardez vraiment très bien la carte, quand vous regardez la carte vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle des ravitaillements du M23, les ravitaillements ne passent pas par le Rwanda.
par l'Ouganda. Le ravitaillement passe par l'Ouganda. Ça veut dire si l'Ouganda veut... Mais pourquoi on a tendance à banaliser cet apport de l'Ouganda dans l'apport de l'Ouganda au M23 est fondamental plus que l'apport du Rwanda. Puisque tout ce qui est recrutement, tout ce qui est armement, tout ce qui est munitions, donc, logistique etc., mais ne passe pas par le Rwanda. Pourquoi ça ne passe pas par le Rwanda? Puisque jusque toute la frontière, on va dire, du Congo et du Rwanda est essentiellement contrôlée par les FARDC et de l'autre côté l'armée rwandaise. Donc il est difficile de pouvoir faire entrer les militaires rwandais avec leurs munitions, etc., parce qu'on parle de munitions, comme le secrétaire général l'a expliqué, que les M23 avaient un armement d'une armée nationale, pas d'un groupe armé. Et quand on parle d'un armement d'une armée nationale, ce n'est pas uniquement les Kalachnikov. Et donc ça veut dire que vous avez des transports de troupes, ça veut dire que vous avez des capacités militaires sol-air qui ne passent pas de manière inaperçue, ça doit passer par des chemins, par des routes. Quand vous suivez le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, intervenant sur cette question, il est incapable de reconnaître que les M23 viennent du Rwanda. Ça vous dit quoi? C'est de manière très claire, vous devez savoir que le Rwanda de quelque part. Parce que tout simplement, le Rwanda est un partenaire privilégié des Nations Unies, puisque le Rwanda est fournisseur de ce qu'on appelle les troupes des Nations Unies, des casques bleus, dans toute une série d'opérations militaires. Et dans ces opérations militaires, je ne fais que citer les rapports des Nations Unies, ce n'est pas que je suis pro-armée rwandaise, je ne fais que citer les rapports qui classent l'armée rwandaise parmi les meilleurs militaires que la Nations Unies peut envoyer sur certains fronts et qui résolvent des problèmes. Mais pourquoi la RDC ne le fait pas? La FDC, elle a déjà tenté. Vous oubliez que la FDC a tenté de pouvoir aussi aller dans ces chemins-là, mais les résultats étaient catastrophiques. On a dû rapatrier les troupes congolaises pour des méfaits très graves, notamment viol, pillage, etc., qu'on a dû ramener les troupes congolaises et remplacer par les troupes rwandaises. Et alors, les rapports des Nations Unies par exemple, à la Centrafrique, vous disent clairement, oui, grâce à l'armée, au casque bleu rwandais, on a réussi à stabiliser, même s'il y a aussi Wagner, aussi à stabiliser le Centrafrique. Et alors, quand en disant ça, généralement, au niveau du Congo, on dit vous êtes pro-rwandais parce que vous le dites. Non, je ne fais que citer les rapports de Nations Unies. Et dans l'opinion publique centrafricaine, alors, quand vous lisez que les Centrafricains préfèrent les Rwandais à Wagner, alors là, je m'excuse, ce sont des faits qui doivent interpeller. Alors, sur votre question en disant, oui, pourquoi on ne veut pas mettre l'Ouganda sur le même banc que le Rwanda? Pour la bonne et simple raison qu'il y a tout un passé, il y a on va dire, toute une dynamique conflictuelle entre la RDC et le Rwanda. Et ces narratifs collent bien dans un contexte qui existe depuis les années 80, lorsque l'on a commencé ce qu'on appelle la question de l'identification des nationaux par rapport aux rwandophones. Et cette dynamique anti-rwandaise qui s'est nourrie depuis les années 80 est restée dans l'opinion publique de l'Est dans une perspective de dynamique conflictuelle. Et alors, ce narratif colle bien l'opinion. Mais si vous ajoutez l'Ouganda, le narratif ne sera plus le même, et aussi les relations que le Congo essaye de faire avec l'Ouganda montrent très bien que ce n'est pas un narratif qui pourrait marcher, puisque nous sommes avec les Ougandais. Nous sommes avec les Ougandais et on va encore les accuser que non, ils appuient le M23. Vous voyez que ce narratif ne colle pas et ne tient pas, ne pourra pas être fructueux au sein de l'opinion publique de cette partie. Merci pour cette contribution. Je vais quand même surprendre nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes également auteur, vous avez écrit beaucoup, notamment la reconstruction congolaise. Exactement. Mais c'est là que je rappelle que le professeur a déjà proposé plusieurs solutions pour cette crise rwando-congolaise. Et là, vous avez proposé une théorie des supplétifs. Oui. Vous voulez qu'on puisse développer un rapport de développement socio-économique avec le Rwanda qui pourra aider d'une certaine manière à résoudre la crise. Alors, ce n'est pas ce n'est pas uniquement avec le Rwanda. C'est pas uniquement avec le Rwanda, puisque je viens de vous le montrer que la problématique est une problématique d'abord locale au Congo, mais qui a des répercussions au niveau régional. Répercussions au niveau régional où les liens d'un conflit local, maintenant, a des liens au niveau des pays de la région. Et de ce fait, tu ne peux pas solutionner ce problème uniquement le circonscrire là où il est situé au niveau local. Il est impératif de prendre en considération les dimensions régionales. Et quand je dis les dimensions régionales, ce n'est pas uniquement le Rwanda. C'est aussi l'Ouganda, c'est aussi le Kenya, c'est aussi la Tanzanie, c'est aussi le Burundi. Et la RDC est membre de la ZECAF.
la théorie des supplétifs, c'est-à-dire, grosso modo, de quoi vous avez besoin que moi j'ai, que je peux vous donner, que moi, qu'est-ce que vous avez que moi je n'ai pas, dont j'ai besoin. Mais quand le voisin envie tout ce que vous avez, vous lui donnez quoi en retour? Il vous donne pas en retour. Et vous avez quoi? Qu'est-ce que lui a à me donner? Ce n'est que ça. Qu'est-ce que lui a à me donner pour que moi, je sois sûr de lui donner ce que lui, il veut. De ce point de vue-là, quand vous lui donnez ce que lui, il veut, que vous récupérez ce que vous voulez, vous avez ce qu'on appelle donnant-donnant, et tout le monde en sort gagnant. L'Ouganda essaye de le faire, notamment par la construction de routes, en disant oui, nous allons construire des routes, pas uniquement qui s'arrêtent à la frontière du Congo, mais qui rentrent à l'intérieur du Congo. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont besoin de pouvoir avoir accès d'une part au marché congolais, c'est-à-dire que leurs produits soient vendus au Congo, et de l'autre côté, récupérer ce qu'il y a au Congo, les ramener chez eux. Exemple. Et quand les Congolais n'industrialisent pas? Oui, c'est ça une grande question. Je vais vous donner, justement, c'est ça la question qu'il y a. L'Ouganda prend le café congolais. Il prend le cacao congolais. Prendre. Arrive en Ouganda, ce café congolais est transformé. N'est pas transformé, devient café ougandais pour être exporté comme café ougandais. Et vendu à prix d'or. Et vendu à prix d'or au détriment des planteurs de la RDC. C'est le cas par rapport à la papaïne, c'est le cas par rapport au quinquina, c'est le cas par rapport au thé, où cette dynamique existe. Et que le Congo, quand le Congo exporte pas sur les marchés internationaux. Il y a très peu qui arrivent à exporter sur les marchés internationaux, mais exportent beaucoup sur le marché régional, et le marché régional qui en tire les bénéfices. Alors, pourquoi nous, maintenant, nous, de notre côté, on est toujours dans un discours de demandeur, dans un discours de plainte, et on n'est pas dans un discours d'action comme les autres le font. Bon, je vais prendre un autre exemple que vous allez encore comprendre très très bien, qu'il y a à l'histoire, du fait que lorsque l'on a créé la communauté de CPGL, qu'on appelle CPGL, donc Rwanda, Burundi et le Congo à l'époque de Mobutu, ça a tenu, pourquoi? Parce que tout simplement, c'était la théorie du supplétif. De quoi Mobutu avait raison, avait besoin par rapport au Rwanda, et de quoi le Rwanda avait besoin par rapport à Mobutu. C'était très simple. Au départ, chacun devait éliminer ses opposants, les opposants de l'autre. Parce qu'il y avait des opposants, les Maï Maï, dont le musée Laurent Désiré Kabila à l'époque dans les années 60, dont une partie s'était réfugiée au Rwanda. Et donc même les mercenaires qui avaient pris la ville de Bukavu s'étaient réfugiés au Rwanda pour pouvoir se réorganiser et réattaquer encore le Congo. Et Mobutu demande au Rwanda de les neutraliser. Et Habyarimana demande lui aussi en retour à Mobutu de neutraliser aussi ce qu'on appelle les forces royalistes de l'ancien régime du royaume du Rwanda qui étaient réfugiés au Congo, de pouvoir les éliminer. Et donc, de la même façon, donc, donnant, je vous donne ceci, vous me donnez ceci, et on se met d'accord, et on arrive chaque fois à développer des liens uniquement sur base de ça. C'est pas par rapport au lien un peu affectif qui rapprochait Mobutu et Habyarimana? Oui, ça joue un rôle, mais malheureusement, quand vous voyez, est-ce que vous pensez que le Congo parle avec le Rwanda de manière à ce qu'il y a un lien affectif pour pouvoir arriver à le faire? Non. Est-ce que le Congo parle de manière affective, comme vous dites, avec l'Ouganda? On a eu ça à un moment, et puis pour l'instant, on a l'impression que ce n'est plus vraiment ça. Pour l'instant, on va dire que c'est le Burundi. Le Burundi, oui, a des demandes vis-à-vis du Congo, notamment liées aux groupes rebelles burundais qui sont au Congo, et pour lesquels ils demandent à ce qu'on puisse les neutraliser. Le Congo a accepté que les Burundais puissent venir, etc., pour le faire. Maintenant, du côté congolais, qu'est-ce qu'on a demandé par rapport au Burundi? On n'a pas formulé une demande claire par rapport au Burundi de ce que le Burundi peut nous apporter de manière concise au Congo. C'est ça la théorie, au fait, des supplétifs. C'est bien compris, j'espère. Professeur, l'état des sièges. Oui. Il y a eu une table ronde à Kinshasa. Oui. C'était pour remettre en cause les avancées et tout ce qui n'allait pas. Vous, en tant que... Vous faites des études sur la question. Pensez-vous qu'on doit poursuivre dans ce sens avec l'état des sièges? Il y a deux choses. L'état des sièges a été mis en place pour pouvoir éradiquer les groupes armés. Alors, le Congo a fait lui-même le répertoire, l'état des lieux de ce qui se passe dans ces deux provinces et aussi dans la province du Sud Kivu. Le gouvernement congolais lui-même, ce n'est pas que ça vient de l'étranger ou quoi, le gouvernement congolais lui-même reconnaît l'existence de 200 groupes armés actifs, pas des groupes armés dormants, actifs. Et qui naissent presque tous les jours. Qui naissent encore presque tous les jours, dans un contexte d'état des sièges, et pour lequel on a fait l'état des sièges pour pouvoir éradiquer ces différents groupes armés, aussi par rapport à la M23 et tout le reste. Mais au lieu que l'état des sièges arrive à réguler cette question, mais plutôt ça empire. De l'autre côté aussi, on regarde les statistiques qui sont publiées en disant, ben oui, avant l'état des sièges, il y a eu effectivement, c'est pour ça qu'on a eu l'application de cette mesure.
on a les statistiques qui prouvent que pendant l'état des sièges, il y a plus de morts qu'avant l'état des sièges. Et donc, fondamentalement, l'état des sièges n'amène pas de solution de ce que la population attend. De mon point de vue, il faut revenir à la case départ, c'est-à-dire remettre au moins les rênes du pouvoir aux civils. Pourquoi? Parce que les gens oublient une chose, c'est que le politique, d'accord, le politique congolais est chaque fois lié à un territoire et à une tribu. Okay. Alors, quand on vous dit 200 milices armées, vous mettez ces 200 milices armées sur les identifier par rapport au territoire, vous allez vous rendre compte que chaque coin a une milice. Okay. Alors, et si chaque coin a une milice, mais chaque coin a aussi son député. Okay. Est-ce que la milice n'a pas le lien avec le député? Point d'interrogation. Et alors, dans ce cas-là, est-ce que le fait que les politiciens qui pouvaient nourrir une dynamique locale n'ont plus les moyens de pouvoir le faire du fait qu'ils ne font plus la politique, parce qu'au Congo, on fait la politique pour avoir de l'argent et pas le reste. Et donc, est-ce que cette dynamique n'a pas contribué justement à ce qu'on cherche maintenant d'autres voies et moyens pour s'accaparer des richesses et continuer à exister? Sur l'accaparement des richesses aussi, c'est une question fondamentale. Tout ce qui est pillage de ressources naturelles, vous devez vous rendre compte que quand vous regardez les mines, où sont situées les mines qui intéressent l'Ouganda, qui intéressent le Rwanda, qui intéressent la Tanzanie, qui intéressent le Burundi, ben, ces mines sont du côté congolais. Et généralement, il y a toujours des groupes armés qui sont à côté de ces mines et qui participent des fois même à la gestion de ces mines. Et une fois que c'est sorti de terre, ça va vers où? Bien sûr, vers ce qu'on appelle les lignes commerciales, les lignes d'évacuation. Et ces lignes d'évacuation, comme pour le café et pour le reste, ces lignes d'évacuation vont vers le Rwanda, vers le Burundi, vers l'Angola, vers l'Ouganda et aussi vers la Tanzanie et même vers le Kenya. Et donc, ce sont des lignes d'évacuation. Donc, de ces lignes d'évacuation, donc celui qui veut avoir les matières premières congolaises, il n'a pas besoin d'aller à Goma. Je n'ai qu'à aller à Kigali, je n'ai qu'à aller à Kampala, je n'ai qu'à aller à Nairobi ou à Bujumbura ou à Dar es Salaam et les marchandises vont arriver. Avant de passer aux questions sur les élections, pensez-vous que le Congo a un problème de leadership? Nous avons un gros problème de leadership. Pas que de leadership, c'est aussi, de manière générale, ce qu'on appelle l'animateur politique congolais. L'animateur politique congolais, c'est, on va dire, c'est une espèce de caste de plus ou moins 1000 personnes et qui tourne, autour de ce qu'on peut appeler un gâteau, le gâteau qui est la RDC, et tu as plus ou moins identifié plus ou moins 1000 personnes qui tournent autour de ça. Vous pouvez bien regarder de manière simple. Vous allez vous rendre compte que depuis presque 30 ans, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui tournent, des fois on est opposant, des fois on est, etc. Comment résoudre ces problèmes? Mais justement, c'est le problème de l'animateur qui est lié au fait qu'il y a un lien clair entre la fortune et la politique. Et comme il y a un lien clair entre la fortune et la politique, alors tout le monde veut devenir politicien. Alors, comment tout le monde veut devenir politicien? Comment voulez-vous que, pour le processus électoral pour lequel on va parler... On n'a pas postulé à Kinshasa, je suppose. Je n'ai pas postulé à Kinshasa, je suis chercheur de l'université, et j'interviens déjà dans beaucoup d'autres pays, en Guinée-Conakry, au Burundi, et que sais-je, etc. Et comme il y a ce lien-là, au lieu de créer son entreprise, on préfère créer son parti politique plutôt que de créer une entreprise. Alors, je vais vous donner des chiffres qui vont vous étonner. Donc, entre mars 2023 et avril 2023, donc pendant 2 mois, on a créé plus de partis politiques que d'entreprises. En RDC. En RDC. Donc, on a créé plus de 400 partis politiques pour 60 entreprises. Vous imaginez ça? Les chiffres, vous pouvez les vérifier. 60 entreprises pour 400 partis politiques. C'est grave quand même. Oui. Et alors, on peut continuer plus loin. Alors, vous regardez, maintenant, on a publié la liste des partis politiques, on est à plus de 900. Alors, plus de 900 partis politiques. Lorsque vous venez maintenant, mettez ça sur ce qu'on appelle une cartographie électorale. OK? Vous allez mettre une cartographie électorale en fonction des présidents des partis politiques. Alors, qu'est-ce que vous allez vous rendre compte? Vous allez voir qu'il y a une circonscription électorale où il y a un siège à pourvoir. Et ce siège à pourvoir, vous avez 17 partis politiques qui sont dirigés par les ressortissants de cette circonscription pour un siège. Alors, conséquence, c'est quoi? C'est qu'on va arriver à avoir ce qu'on appelle une guéguerre communautaire, une guéguerre tribale, et des fois même des guéguerres familiales, où
vous avez le frère a un parti politique, le petit frère ou le grand frère a aussi son parti politique, et tous les deux sont candidats. Vous confirmez la thèse qu'il y a des partis tribaux en RDC? Ben, ce sont des partis tribaux, ce n'est pas des partis politiques. Quand le leader maire et puis... Ce n'est pas des partis politiques. On n'a pas des partis politiques au Congo, au sens où on l'entend, qu'on l'enseigne à l'université avec la participation, avec l'éducation, c'est-à-dire le mouvement, faire partager son idéologie, etc. Et aussi, ce qui est aussi des fois important que les gens oublient, c'est l'organisation du parti. On a un parti politique dans sa poche et on dit qu'on a un parti politique. Non. Et donc les partis politiques, c'est ça. Quand on enseigne à l'université, on enseigne ça. Alors, quand on veut comparer avec ce qui se passe au Congo, non, le Congo n'a pas de parti politique. Vous ne risquez pas d'être mal interprété en disant ça? Je prends la théorie que nous enseignons à l'université, que nous enseignons à nos étudiants, que nous appliquons un peu partout dans le monde. Tout le monde sait ce que c'est qu'un parti politique, et avec les missions qui sont définies par rapport à un parti politique, par rapport à ce que le parti politique a comme idéologie, c'est-à-dire grosso modo, moi, je suis parti politique pour avoir un projet de société. C'est-à-dire que le Congo, comment est-ce que je veux le Congo de demain? Alors je définis idéologiquement par rapport à ce que je veux, ce Congo de demain. Et c'est cette idéologie que je voudrais faire partager au maximum avec le plus de Congolais pour que les Congolais croient en mon projet. Okay. Mais lorsque vous posez uniquement cette question aux 900 partis politiques, je peux vous avouer que très peu, ou pas du tout, peuvent être en mesure de pouvoir vous donner une idéologie claire et avec les différents éléments que je viens de vous donner. Professeur, nous allons parler politique, nous allons parler élection. Oui. Pas plus tard qu'hier, l'Union sacrée de la Nation a publicité le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme candidat unique de l'Union sacrée. Et avant de revenir à Kinshasa, vous étiez sans doute là, devant la diaspora congolaise en Belgique, le chef de l'État a reconnu tout de même que le pays était dans un trou et qu'il fallait donner plus pour sortir les pays dans ce gouffre. Vous avez un commentaire en tant que chercheur? On parle toujours, lorsqu'on arrive à fin de mandat, partout au monde, dans tous les régimes politiques, ce n'est pas uniquement dans le cas du Congo, on doit présenter son bilan pour dire, ben voilà, ce que j'ai fait, et ce que j'ai fait n'est pas suffisant ou pas suffisant, et redonnez-moi encore plus de temps pour que je continue à faire ce que je dois faire par rapport à ce que je vous ai promis. Alors, lorsque l'on pose déjà cette question-là, l'opinion publique congolaise est divisée, on va dire, en blocs. Vous avez le bloc Est, vous avez le bloc Centre et le bloc Ouest, et le bloc Ouest et le bloc Est sont aussi divisés en plusieurs petits blocs. Chaque bloc a ce qu'on appelle des attentes par rapport à leur vie. Tout à l'heure, on a abordé toutes les questions sécuritaires. Quand vous voyez la question de l'Est, c'est la sécurité. Vous pouvez poser toute la question, on va vous dire c'est la sécurité qui est l'élément numéro 1 sur cette question-là. Et alors, est-ce qu'au niveau sécuritaire, on a eu un mieux ou un moins? On a eu mieux ou moins? Bon, l'évaluation est claire, lui-même le président l'a dit, c'est moins. Quand on aborde cette question sécuritaire, il n'y a pas photo. C'est un échec. Il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée, même s'il y a un recul. Alors, on arrive à d'autres questions par rapport à d'autres aires qui n'ont pas la question sécuritaire, mais qui ont des questions liées à ce qu'on appelle de manière générale le social. Le social, c'est-à-dire que je puisse avoir la possibilité de manger, de me soigner, et d'amener mes enfants à l'école et de pouvoir, entre guillemets, vivre correctement. Si on pose cette question-là, pour pouvoir bien vivre, vous devez avoir des conditions de rémunération qui en valent la peine pour pouvoir arriver à subvenir à vos besoins. Sous cette question-là, la réponse est la même du fait qu'on se promène à Kinshasa, il n'y a pas qu'à Kinshasa, à l'intérieur du Congo, où on vit une grande misère et où il y a vraiment véritablement beaucoup de problèmes liés non seulement à la paye des gens, mais aussi à la question liée à l'inflation qui fait en sorte que là non plus, on ne peut pas dire qu'on est beaucoup avancé. Alors, on peut regarder aussi sur le niveau d'autres éléments sur lesquels on peut essayer de voir est-ce qu'il y a eu des avancées ou pas. Il faut reconnaître sur la question, par exemple, au niveau des relations internationales, il faut avouer qu'au niveau de la relation internationale, par rapport à ce qui était avant, ici, il y a le Congo qui a été présent quand même dans toute une série de forums, et toute une série de forats, et où on a vu... On était présent, mais est-ce qu'on en a bénéficié? On n'en a pas bénéficié. Encore une fois, de mon point de vue, c'est lié au fait d'une espèce de vendre une image, et cette image, on l'avance sans nécessairement avoir de retour. Il suffit pour ça de voir ce qu'on appelle les indices des investissements étrangers, c'est-à-dire les étrangers qui viennent
investir au Congo. Les listes sont publiées, enfin les statistiques sont publiées par le CNUDSED, qui est une organisation donc, des Nations Unies. Et ce que vous regardez, vous allez voir que la situation n'a pas beaucoup évolué. On a assisté à une petite mouvance, entre guillemets, des investissements qui étaient beaucoup d'investissements occidentaux, notamment canadiens et américains, vers la Chine. Et quand on dit vers la Chine, vous avez bien compris, ça veut dire que ce sont les Chinois qui ont racheté les actifs congolais. Et alors, il n'y a pas véritablement, on va dire, d'apport massif d'investissement au cours de cette période. Ça, une question qui m'a été demandée de vous poser. Oui. En 2020, au lendemain de la tenue des élections, la proclamation, le professeur Kabamba vient en pompe à Kinshasa pour tenir, c'était un forum sur la réforme électorale. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, nous allons aux élections, 3 ans après. Pensez-vous que vous avez atteint vos objectifs? Je vais d'abord vous dire que la plupart des animateurs politiques me donnent raison. Puisque la question était de savoir, on a fait les évaluations des différents processus. On a relevé ce qui n'allait pas. Et l'idée était très simple, de pouvoir réunir les politiciens pour qu'ils se mettent d'accord sur ce qu'on appelle les règles du jeu à définir pour pouvoir aller aux élections. Et ces règles du jeu, lorsqu'elles sont définies ensemble, elles sont acceptées et fait baisser la pression et fait avancer, entre guillemets. Vous avez consulté tout le monde? On a consulté tout le monde, sans exception. L'idée est peut-être partagée par tout le monde, mais malheureusement, comme il y a toujours ce qu'on appelle une dynamique politique, et lorsqu'il y a une dynamique politique qui rentre par rapport à des objectifs qui ne rencontrent pas sa dynamique politique, on n'est pas nécessairement chaud de pouvoir avancer. Vous étiez quand même déçu? Bien sûr que nous avons été déçus, et après, les réformes qui ont été adoptées, comme vous l'avez vu, ont été décriées aussi bien par la société civile, par une grande partie de la majorité des politiciens, même des politiciens de l'Union sacrée, et qui ont eux-mêmes dénoncé cette réforme par rapport à toute une série d'éléments qui ont posé problème, liés à la question, par exemple, du seuil. Vous vous souvenez, la question du seuil qui a soulevé beaucoup de problèmes. Vous avez la question de la caution, qui a soulevé encore beaucoup de problèmes, parce que lorsque vous mettez un seuil de 60% et que vous laissez une caution à plus ou moins $1000, ça veut dire que lorsque vous voulez concourir aux élections, écoutez bien, concourir aux élections présidentielles, législatives et provinciales et rajouter local comme il l'en fait, il vous faut plus ou moins $1 million que vous devez avoir pour déposer comme caution non remboursable. D'accord? Caution non remboursable. Alors quand vous dites ça, ça veut dire quoi à ce moment-là? Uniquement, tout le monde va se précipiter là où on pense que quelqu'un va avoir le $1 million et on va s'accrocher à cette personne-là. Et d'où la multitude que nous sommes en train de connaître, des multitudes de regroupements politiques. Et avec ces regroupements politiques qui vont concourir, donc en moyenne, un siège pour 50 candidats. Donc 50 candidats vont se battre pour un siège. Je vous laisse l'imaginer, les conséquences. Et non seulement les conséquences en termes de dynamique de campagne électorale, mais aussi des conséquences en termes de dynamique conflictuelle, tribale et aussi familiale. Nous allons avancer, professeur. Vous êtes parmi les personnes qui ont rédigé l'actuelle Constitution. Oui. Et la question est sur la table, c'est dans plusieurs salons politiques. Il y a le célèbre historien, le professeur Isidore Ndaïwel, qu'on a reçu bien sûr sur ces plateaux. Il a souhaité qu'on puisse réviser la Constitution sur plusieurs points, notamment le mandat du chef de l'État. Il a proposé également qu'on puisse toucher à la question de la nationalité. Mais vous, à votre niveau, comment vous enlevez cette question? Puisque je sais personnellement que vous soutenez la thèse selon laquelle la double nationalité doit être révisée. Oui. Même si ça étonne plusieurs personnes, mais on doit en parler. Oui, tout à fait. Donc, il faut d'abord qu'on se mette d'accord de quoi on parle. Révision de la Constitution ou nouvelle Constitution. C'est deux choses complètement différentes. Réviser quelques points. Réviser quelques points. Beaucoup de points qui ont été relevés par notre collègue, le professeur Ndaïwel, sont irrévisables. Ah bon. C'est interdit de les réviser. Donc c'est interdit de les réviser dans la Constitution. Par exemple, toute une série de points dont il a fait allusion, on ne peut pas les réviser. Comment on ne peut pas les réviser? Comment on ne peut pas les réviser? C'est que, de mon point de vue, aurait dû dire, de manière claire, nous prenons cette Constitution actuelle, nous la mettons à la poubelle et nous refaisons une nouvelle Constitution. En prenant cette Constitution actuelle et la mettant à la poubelle, ça veut dire un coup d'État. Ça veut dire un coup d'État. Si on fait ça, ça veut dire un coup d'État. Oui, c'est un coup d'État. Ça veut dire que l'État tel qu'il est... Oui, l'État tel qu'il existe, tel qu'il est organisé par cette
constitution. Si vous enlevez cette constitution, vous la suspendez, qu'elle n'est plus en vigueur, c'est un coup d'État. Et alors à ce moment-là, vous devez entrer dans un processus d'écriture d'une nouvelle constitution. Quels sont ces articles-là que vous pensez que ça ne doit pas, on ne doit pas toucher? Le régime, oui. Le régime, le mode de scrutin, qui doivent rester suffrage universel, etc. C'est l'article 220 qui définit un peu tout ce qui ne peut pas être défini. Okay. La question liée, par exemple, à la décentralisation, la question liée au nombre de mandats qui ne peuvent pas, etc. et tout. Toute une série de questions sur lesquelles on ne peut pas toucher à ces dispositifs. Donc, si on veut le faire, bon, ok, on prend cette constitution, on la jette, et puis après on fait une nouvelle constitution. Et alors en faisant cette nouvelle constitution, on peut recueillir les différents éléments qu'il a mis sur la table. Et il ne faut pas reprocher au professeur Ndayouel de provoquer le débat. Le débat de la Constitution existe depuis 2006. Depuis 2006, avec la Constitution des étrangers, la Constitution de Liège, la Constitution je ne sais pas de quoi, etc., etc., etc. Ça a été écrit à l'étranger, alors que c'est complètement faux. C'était écrit ici par des Congolais et pas par des étrangers. Et ce débat-là est revenu en 2011 avec la question liée à la révision de certains dispositifs qui sont anticonstitutionnels. Bon, notamment la question de la dissolution des assemblées provinciales par le président de la République. Ça, c'est anticonstitutionnel. C'est interdit de pouvoir réduire le pouvoir des provinces. Mais ça a été fait. Bon, on est au Congo. Mais à votre niveau, vous avez participé à la rédaction. Oui. Pensez-vous qu'elle doit rester? On doit rester tel qu'on est là ou on doit nécessairement apporter des améliorations? Il faut apporter des améliorations. Il faut une évaluation. Il faut une évaluation de comment la mise en œuvre de ce texte, comment elle est effective. Et on va bien se rendre compte qu'il y a plusieurs points qui nécessitent nécessairement qu'il puisse y avoir des révisions. La question de la nationalité. La question de la nationalité, c'est un point... Oui, on va en parler. Mais pourquoi vous tenez à ce que... L'exclusivité de la nationalité congolaise, on en parle, la loi Tchani, de père et de mère. Pourquoi vous ne soutenez pas ça? Parce que tout simplement, lorsqu'on a eu le débat, au moment de la rédaction du texte avec les différents... Parce que le texte, il faut se rendre compte, a été discuté dans toutes les forces politiques. À l'époque, on avait le système 1+4. Okay. Et avant qu'il puisse y avoir des principes qui soient élevés, ces principes devaient être discutés au niveau de 1+4. Et donc au niveau des différentes forces politiques et sociales qui existaient à l'époque pour pouvoir arriver à se mettre d'accord sur des principes avant d'écrire les articles. Alors la question de l'exclusivité de la nationalité congolaise vient uniquement lié à ce que je vous ai dit au départ, ce qu'on appelle la dynamique conflictuelle anti-rwandaise qui existe pas maintenant depuis donc, les années 80. Et pour casser, entre guillemets, cette peur que si on accorde, on relâche un peu la question de la nationalité, tous les Rwandais vont se déverser au Congo. Et alors, en réponse, généralement... C'est légitime. En réponse, généralement, qu'est-ce qu'on répondait en disant « Et alors ?» Ils sont combien? Ils sont combien les Rwandais qui vont se déverser au Congo? Ils sont combien? Est-ce que c'est 9 millions ou 12 millions de Rwandais qui vont quitter le Rwanda pour se déverser au Congo? En fait, c'est uniquement lié à ces dynamiques conflictuelles et que l'on a verrouillé de cette façon-là. Et en verrouillant de cette façon-là, on pénalise au fait toute une série d'autres dynamiques qui sont bénéfiques pour le Congo, pour lesquelles ils sont pénalisés du fait uniquement de la question rwandaise. Alors, regardez de manière très large. Regardez, on va dire, le régime actuel. Bon, le président de la République vient d'où? Il vient de Belgique. Il a vécu en Belgique pendant des années et des années. Il a fait sa scolarité en Belgique. Sa femme, elle vient de Belgique. Ses enfants viennent de Belgique. Et toute une série, quand même, de... Mais nous connaissons son père. Oui, sa mère également. Oui. Je vais y revenir. Oui, je vais y revenir sur cette question-là. Ben, ils viennent de Belgique et ils participent de manière effective à essayer d'améliorer les conditions des Congolais. Mais autour du président de la République, vous avez aussi cette même dynamique, plusieurs personnes, des investisseurs, tout ça, des jeunes qui sont arrivés, ce qui feront arriver dans ce cadre-là. Alors, maintenant aussi, encore une autre chose, d'autres chiffres aussi. Quand vous regardez ce qu'on appelle les transferts d'argent de l'étranger vers de la diaspora, donc de l'extérieur vers le Congo, c'est plus que toute l'aide que le Congo reçoit de tous les pays du monde. Donc, de tous les pays qui aident le Congo, les Congolais de la diaspora aident plus que tous ces pays-là. Bêtement, les gens, des fois, ne comptent que l'argent. Non. Des fois, qu'est-ce qui se passe?
Bon, vous en avez assez d'envoyer tous les jours. Vous envoyez quoi? Non, je vais vous envoyer une voiture pour que vous fassiez taxi. Ben, c'est un bien, c'est un service que vous allez créer. Exactement. Et vous créez de la richesse. Alors, quand on regarde tout ça, alors que beaucoup de cette diaspora ne sont pas de nationalité congolaise et qui doivent prendre leur visa pour rentrer au Congo, et alors ils ont besoin de pouvoir, des fois aussi, et avoir cette facilité de pouvoir... Qui, par désespoir, ont changé de nationalité et vous devez avant de revenir. Vous devez comprendre, c'est que le système tel qu'il est fait, par rapport à ceux qui vont à l'étranger, bénéficier d'un titre de séjour, ce n'est pas donné. Il y a plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. Vous êtes étudiant, vous êtes réfugié politique, vous êtes travailleur, et en fonction de ça, en voulant avancer dans la société dans laquelle il vous a accueilli, vous êtes obligé de pouvoir prendre cette nationalité du pays d'accueil, tout en ne renonçant pas à votre congolité. Lorsqu'il y a des manifestations pour le Congo, ce n'est pas des Congolais que l'on voit, c'est des membres de la diaspora qui ont des nationalités étrangères, mais qui militent pour le pays, le Congo. Et on pénalise un peu tout ça. Et de l'autre côté, ça je ne parle que par exemple par rapport à la diaspora internationale, mais il faut regarder la région, regardez Angola, Brazzaville, même Kigali, une bonne partie des travailleurs, des travailleurs, je veux dire, enseignants, médecins, professeurs, maçons, infirmiers, menuisiers, beaucoup sont des Congolais qui sont installés au Rwanda et qui travaillent là-bas et qui n'ont pas la double nationalité, mais qui sont Congolais, mais résidant au Rwanda. Au Burundi, c'est pareil. Au Kenya, c'est pareil. En Afrique du Sud, la communauté congolaise en Afrique du Sud, elle est quand même assez importante. Or, quand on regarde maintenant tout ce contexte, et de plus, il y a plus de membres de la diaspora tout autour du Congo qu'en Europe, comme on peut le penser. Or, toute cette partie-là va se retrouver, entre guillemets, pénalisée par rapport à cette disposition. Et mon point de vue, je l'avais déjà donné à l'époque, je la donne toujours, il est important de pouvoir arriver à réviser cet article pour qu'on puisse avoir la double nationalité. Professeur, on est arrivé à la fin de notre émission. Avez-vous un mot de la fin? Bon, un mot de la fin, c'est qu'on est à un moment très difficile et très délicat pour le Congo. On est entre mi-chemin. On a soit le Congo va aller vers une espèce de chaos qui va être alimenté par un processus qui n'est pas transparent, chaotique, oui. Un processus chaotique et qui montre déjà les germes des difficultés et des conflits à venir, des conflits communautaires, des conflits tribaux et même des conflits familiaux. Au-delà de ça, et avec la présence dans certains endroits des groupes armés, et ces groupes armés qui seront certainement utilisés par certaines politiques par rapport à la dynamique des élections. Si je veux faire une campagne électorale en dehors de mon fief, celui qui est de l'autre côté peut utiliser les groupes armés pour m'empêcher que j'aille faire la campagne électorale de l'autre côté et espérer avoir des voix de ce côté-là. Alors, vous pouvez multiplier ce cas fois 10 000, fois 100 000, et qui présage, de mon point de vue, vraiment un issue violent par rapport à ce processus chaotique qui n'est pas transparent. De l'autre côté, on a la possibilité de pouvoir se ressaisir et d'essayer de faire en sorte qu'il puisse y avoir un consensus et de revenir sur des fondamentaux qui ont toujours fait que le Congo a toujours réussi à se sauver, c'est-à-dire s'asseoir autour de la table et discuter et essayer de résoudre ces problèmes entre quatre yeux. Merci beaucoup. Nos portes restent grandement ouvertes pour surtout profiter de votre expertise. Merci à vous de l'invitation et je serai bien le bienvenu la prochaine fois. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Restez branchés chez vous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.